Salut à toutes et à tous, bienvenue au Port-Manette. On est le dimanche 9 août et on rouvre les portes du port pour une nouvelle semaine d'actu. Alors si tu débarques ici pour la première fois, le principe il est simple. On est deux, parfois trois, aujourd'hui trois. On suit l'actu du jeu vidéo de la semaine et on te la raconte. On te raconte quoi ? On se raconte les sujets qui valent le coup, les jeux qui viennent de sortir, ceux qui arrivent. On te dit ce qu'on en pense, sans tourner autour du pot. Et donc pour cet épisode, je suis accompagné d'Anto et d'Alexis. Salut à vous deux, ça va ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Pas grand chose. Vu qu'il fait très très chaud, je reste chez moi toute la journée. Mais souvent on parle des films qu'on a regardés ou des choses comme ça. Moi récemment, j'ai fini de lire Dracula. Oh. Donc voilà, je suis dans les classiques ces temps-ci, ouais. Parce que c'est une histoire que tout le monde connaît, mais au final personne n'a vraiment lu le livre. Bah, c'était plutôt pas mal. Je recommande si vous aimez lire. C'est un peu long, mais c'est pas mal. Ok, intéressant. Quoi de neuf chez toi, Alexis ? Du coup, bonjour tout le monde déjà. Et donc je suis reparti d'une semaine de vacances pour repartir en vacances là. Et donc je suis reparti un petit peu en Normandie. Bonne stratégie donc, ça, les vacances c'est ça. intercalées de travail. Ouais, et ça va permettre de profiter aussi des gosses, de la famille ici quoi. Et donc ouais, profiter un peu de l'air frais, profiter aussi des petites balades en forêt, dans l'herbe, Wow. dans les prés et tout ça. Prendre un peu l'air quoi, hein. Ça va faire du bien. Ok. De mon côté, c'est un Et peu... toi alors ? Ah oui, alors de mon côté, ouais, c'est pareil, un peu, je suis en congé là aussi. Et on pourrait croire que ça donne du temps pour faire des activités autres que travailler, mais en fait non. Il faut s'occuper du bébé. Du coup, ça prend du temps. Du coup, c'est ça le focus des vacances pour l'instant. C'est le bébé qu'il faudrait mettre en congé. Ouais, je sais pas si c'est possible ça. Il faudrait étudier. Je vous lance le programme, les gars. On va voir si ça vous intéresse. De toute façon, vous êtes bloqués avec moi là pendant 1 heure, donc vous êtes obligés d'être intéressés. Alors, au programme cette semaine, on a Electronic Arts qui change de proprio. On a Take-Two qui attend GTA 6 et qui fait rien d'autre. On a Nintendo qui encaisse 300 millions de droits de douane et qui compte pas les redistribuer aux consommateurs. Bon, c'est une fausse polémique. Et on finit avec Game Freak qui a sorti son premier jeu hors Pokémon en 36 ans, et on va en parler un petit peu. Mais avant de lancer le déballage, le rituel, c'est à quoi vous jouez en ce moment, et si vous jouez à rien, à quoi vous avez envie de jouer. Et on va commencer avec toi, Anto. Moi, toujours sur Witcher 3, je pense que je suis bloqué sur ce jeu pour les 5 prochaines années. J'ai joué 40 heures à peu près, et je dois en être à 5% de l'histoire principale peut-être, donc voilà. Ouais, c'est je pense que ce sera ma réponse ce sera ma réponse pour les 20 prochains podcasts. Ok. Et Alexis, chez toi, ça fait quoi ? Du coup, moi je suis passé sur le Indiana Jones de Machine Games, qui est vraiment cool. Sur Switch ? Franchement, enfin, ouais. Ça Déjà, tourne bien, le ça ? portage est très cool. Ouais, le portage est très cool. Et puis même le jeu, enfin, je veux dire, d'un point de vue immersif, franchement, c'est vraiment top, quoi. Enfin, on peut escalader comme ça, on peut vraiment, il y a les interactions avec les personnages. Enfin, c'est vraiment, je pense, ce qu'on est en droit d'attendre d'une adaptation de film en jeu, quoi. Enfin, franchement, peut-être qu'on en reparlera à un moment, voilà. Mais voilà, c'est assez bluffant, je trouve. Okay. La manière dont ça a été fait, C'était à l'occasion d'une promo ? C'est sorti comment, ça ? Ouais. Bah, il est sorti, je crois, en début d'année, ou en mars, avril. Puis il me faisait de l'œil quand même, j'avoue que... Bon, Indiana Jones, je trouve que c'est toujours une licence... C'est une trilogie qui est plutôt cool, quoi. Et ce n'est qu'une trilogie plutôt cool. Mais non, enfin, je trouve que... Franchement, le jeu me faisait de l'œil aussi. Et franchement, bah, j'attendais une promo, quoi. Et il y a eu une promo, justement, qui est arrivée, donc je me suis dit, pourquoi pas. Parfait. Et donc voilà. Et bon, après, j'alterne avec un peu de Rhythm Paradise. Et puis, il y a eu le Lies of P aussi, qui est sorti. Donc pareil, le portage a l'air assez... Tu l'as pris aussi ? Assez... Ouais, je suis une putain de victime, donc... voilà. Tu sais, je dis toujours, je laisse mon backlog respirer de temps en temps. Et en fait, je suis le premier à dire, mange. Voilà. Good. De mon côté, donc, ouais, j'ai pas joué à grand chose. J'ai surtout envie de voir ce que donne Token. Et pareil pour Beast of Reincarnation, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Et les quelques feedbacks qu'on a d'internet, des gens qui jouent déjà, ça me fait plutôt me dire je vais peut-être attendre des patchs et des trucs comme ça avant de m'y lancer. Pour les deux ? Pour les deux, ouais. Ouais. Merde. Ah, merde.
Allez, écoutez, on va déballer la cargaison de news et on va voir où ça nous amène. Ça vous va? Oui. Oui. Ok. On va commencer avec, je vous le disais, on a EA, Electronic Arts, qui a été vendu. Donc c'est fait, c'était le 4 août. Ils ont officiellement changé de main. Ça s'est fait à coût de 55 milliards de dollars. Maintenant, ils appartiennent à un groupe d'investisseurs mené par le fonds souverain saoudien. Vous savez, le PIF. On mentionne pas souvent ce nom-là, le PIF, mais ils sont derrière pas mal d'investissements dans le gaming. Et ils sont associés avec d'autres groupes, Silver Lake, Affinity Partners. Donc c'est la société de Jared Kushner qui est dans le cercle Trump. Donc vous verrez après, c'est une des raisons de pourquoi ce truc-là a pu passer sans trop de friction, mais on en reparlera après. Donc dans cette histoire, le PIF il récupère un peu plus de 93% d'entreprises. Et au final, c'est le plus gros rachat à crédit de l'histoire, toute catégorie, et pas juste dans le jeu vidéo. Alors, cette histoire de rachat à crédit, c'est un truc intéressant où souvent les news, quand ils parlent de ça, ils creusent pas trop pour expliquer de quoi il s'agit, mais c'est intéressant de voir pourquoi ça va sûrement déglinguer Electronic Arts dans les mois et années qui arrivent. Parce qu'en gros, donc imagine, je te prends toi Alexis, imagine tu veux acheter la boulangerie du coin, elle vaut 100 000 euros. Toi, tu en as 65 000. Et normalement, tu vas voir la banque, tu empruntes. T'empruntes quoi? T'empruntes les 35 000 qui manquent. Et toi, tu rembourses tous les mois sur ton argent à toi. Là, ça marche pas comme ça. C'est en gros, tu empruntes les 35 000. Et le jour de la vente, tu mets le crédit au nom de la boulangerie que tu rachètes. Du coup, c'est pas toi qui dois rembourser, c'est la boulangerie. Et donc, tous les matins, une partie de ce que rapportent tes croissants, enfin les croissants, parce que c'est pas tellement les tiens, même si t'es propriétaire de la boulangerie, les croissants, ben, ça part chez le banquier. Et du coup, ça change tout pour la fameuse boulangerie, donc pour Electronic Arts. Avant, elle gagnait sa vie tranquillou. Maintenant, elle doit gagner sa vie et en plus rembourser tous les mois ce crédit. Donc, ce que tu fais dans la situation de la boulangerie, c'est que tu regardes ce qui rapporte et ce qui rapporte pas. Le pain spécial qui met 3 jours à lever et qui se vend moyennement, bah, tu vas l'arrêter. La baguette, tu la gardes parce que la baguette, ça part tous les jours et tu vas peut-être même encore plus industrialiser la baguette. Et tu vas même te mettre à regarder un peu qui c'est qui travaille le dimanche et qui c'est qui travaille pas assez vite dans la boulangerie, quoi. Voilà. Et donc toi, pendant ce temps, Alexis, tu as mis 65 000 dans l'histoire et t'es proprio tout de suite. Et si ça marche, tu revends dans quelques années et tu gagnes plein de thunes. Et si ça marche pas, tu t'en tapes, c'est la boulangerie qui ferme. Tu vois, toi, tu perds pas des masses non plus, quoi. Donc voilà. Donc dans cette histoire, la boulangerie, je vous le disais, c'est Electronic Arts. Et il y a 20 milliards qui ont été empruntés à un groupe, le JP Morgan. C'est un groupe, c'est une grosse banque en gros. Et donc c'est Electronic Arts qui doit rembourser ce truc-là. Donc il lui faut de l'argent vite et tous les ans. Et donc on peut voir aussi que le pain spécial dont je parlais, c'est peut-être des studios un peu problématiques chez eux comme BioWare, et on en parlera après. Et donc ce deal, cet accord, il a été annoncé il y a un petit moment, maintenant c'était fin d'année dernière, en septembre. Et donc il est passé devant les actionnaires du groupe, devant les régulateurs du marché, sans être bloqué nulle part. Les actionnaires, ils ont touché, eux, plus de $200 par action. Et du coup, l'action sort du marché, quoi, sort du Nasdaq. Après, c'était 35 ans, quoi, je crois, d'existence en bourse. Et donc, dans la même foulée, tu as Electronic Arts qui annonce un plan d'économie. Donc, c'est 700 millions par an qu'ils veulent essayer de faire. Et du coup, de là, il y a pas mal de rumeurs qui partent. Il y a des journalistes de chez Insider Gaming qui se mettent à imaginer que ça reparle en fait de BioWare, cette histoire, parce qu'ils ont déjà essayé de le vendre il y a des mois, même des années, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Et bon, c'est des rumeurs, il faut prendre ça avec des pincettes, mais bon, ça sort pas de nulle part. Et dans le même topic, il y a Andrew Wilson, donc le patron d'Electronic Arts, qui a touché des petits bonus par-ci par-là pour une année de réussite. Donc il a touché, alors en fonction de comment on calcule, c'est pas la même chose. C'est soit il a touché presque 40 millions de dollars, soit 77. Donc c'est en fonction de si on compte si ces actions comptent ou pas, quoi. Bref. Sachant que le salaire médian annuel d'un salarié Electronic Arts, c'est 126 000 à l'année. On est dans un x30, un truc comme ça. On verra ça plus tard aussi. Alors du coup, si on récapète, le chiffre qui compte là dans l'histoire, c'est pas les 55 milliards du rachat, c'est plus les 20 qui sont imputés à Electronic Arts, qui doivent rembourser. Donc autrement dit, Electronic Arts doit payer son propre rachat. Et j'aimerais, Alexis, que tu m'expliques comment ça peut passer, ça, 20 milliards de dettes collées sur une entreprise rachetée et que personne ne bloque.
Bon, après, je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Je veux dire, Microsoft a. Non, non. En fait, comment ça peut passer? Bah, je pense que quand on regarde deux, trois trucs, Oui. à mon avis, hein, il y a dans les groupes d'investisseurs, il y en a plusieurs. Donc effectivement, il y a le fonds saoudien, mais il y a aussi une société qui est liée en fait à un, un- un petit proche de Trump en fait. Et, et ça, je pense que quelle que soit Ça la doit aider. magouille qu'il y a derrière, Ça doit ça aider. doit aider. C'est ça. C'est que si le mec voulait endetter en fait une société. Alors après, je pense quand même qu'il y a eu les régulateurs ont quand même dit non, non, vous pouvez pas en fait licencier toute l'entreprise et vous pouvez pas emprunter 1000 milliards. Voilà, bref. Mais je pense que le mec, à partir du moment où il a dit ouais, tu vois, moi j'aime bien les jeux FIFA, je vais racheter la boîte qui fait ça. Et Beau Papa a dit oui, ok, fais-le. Et je pense que c'est un peu grosso modo ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je veux dire, il, il- il y a eu un petit peu tout qui s'est mis en route pour que ça se fasse, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est comme ça. Après, il a fallu trouver quelqu'un pour intervenir dedans quand même pour que ça se passe aussi. Enfin, parce qu'ils peuvent pas le faire tout seuls. Et il y a eu comme tu dis, le PIF, donc le PIF, raconte-toi un autre nom, ce truc-là. Non, non, le PIF, c'est oui, c'est le Le fonds fonds saoudien. saoudien, Ouais. le PIF, ouais. Ouais. Et donc, qui, eux, en fait, ont de plus en plus d'importance dans le jeu vidéo. Il y a eu. Parce que là, en fait, ils ont quand même pas mal de place à droite à gauche, hein, parce que du coup, ils ont déjà SNK quasiment, en fait, qui possède quasiment intégralement. Mm, mm. Et puis même dans beaucoup de sociétés japonaises en fait, qui possèdent aussi, enfin qui possèdent, ils ont des petites parts à droite à gauche en fait. Hein. Enfin ils ont du Embracer, ils ont du Take-Two, ils ont du Nexon, ils ont un peu de Capcom, ils ont un peu de Nintendo. Enfin ils Ouais. ont Alors, beaucoup de à droite à gauche. Hein. même si derrière, c'est pas exactement le PIF, il y a le Savvy Group, qui est en fait un autre Hmm. groupe dans lequel le PIF a investi. Donc, au final, oui, ils sont toujours derrière à injecter Oui, de la oui, oui, parce pépette, quoi. qu'après effectivement il y a le Savvy Group et il y a après, ouais, ouais. Mais mais c'est sûr que je pense que c'est assez. Enfin, moi, ce que je trouve ça ouf, enfin, ce que je trouve aberrant, c'est que il y a eu quelques années, on faisait tout un pataquès en fait de Microsoft Mm. en disant comment ça peut passer, voilà, et on voit les résultats que ça donne aujourd'hui. Et là, en fait, on est ni plus ni moins que dans une étape de dire, on va dégrossir des équipes, on va essayer de dégrossir des équipes et donc d'évaluer un peu peut-être la société de la valeur de l'entreprise pour pouvoir après la racheter ou pour pouvoir après la manipuler ou Mm, la mm. faire transiter comme on veut. Et après, voilà. Mais je trouve ça en fait assez ouf encore C'est ouf, hein. qu'aujourd'hui ça puisse passer parce que derrière, on parle de jeux, on parle de licence, on parle de tout ça. Mais on parle surtout en fait de vie humaine et des gens. Ben ouais, Ça, les gens, mais au-dessus, ça s'en tamponne sans complètement. tamponne. Sur la rumeur BioWare en... qui serait regardée pour être vendue, dissoute, bref, on sait pas trop. Donc c'est pas une rumeur qui tombe de nulle part, hein. Electronic Arts avait déjà voulu vendre le studio, c'était en octobre je crois 2025, un truc comme ça. Et donc on pige pourquoi, parce que ce qui a de la valeur chez BioWare aujourd'hui, c'est les licences, hein, c'est les Mass Effect et les Dragon Age. Et c'est pas forcément les gens qui sont dedans, donc c'est pour ça que vendre un studio, ça reviendrait juste à vendre leurs IP. Et du coup, si quelqu'un achète, c'est quelqu'un qui achèterait les noms, quoi. Et Anto, du coup, imaginez BioWare dissous, vendu, changer de proprio, ça te fait quelque chose? T'as joué à quoi, toi, chez eux? BioWare, alors à l'époque, j'avais pas mal joué à Baldur's Gate 2, Ah donc ouais. c'était il y a assez longtemps. Après j'ai fait les Mass Effect 1, 2, Dragon Age Origins. C'est vrai que BioWare, ça fait partie de ces studios qui ont un peu perdu de leur lustre. Genre depuis Mass Effect 3, ça a été un petit peu la dégringolade. Mass Effect 3 qui avait été relativement bien reçu, mais qui avait commencé à mettre un petit peu les gens en froid. Ouais. Et après, Andromeda, Anthem, Veilguard, ça a été un petit peu de pire en pire depuis. C'est quand même assez triste de voir que les meilleurs jeux BioWare aujourd'hui, ils sont pas développés par BioWare. Genre Baldur's Gate à la base c'était BioWare 1 et 2, mais le troisième a été développé par quelqu'un d'autre et celui-là ça a été un succès commercial et critique. Hmm. Donc c'est quand même assez triste de voir ça. Et du coup je me demande aussi si jamais BioWare est vendu, qu'est-ce qui va devenir de Mass Effect, du prochain Mass Effect qui est en développement actuellement. Ouais. Bonne Donc comment question. ça va Ouais. se passer tout ça. Bonne question, ouais. Je pense qu'il y a seul le temps de nous le dire. T'imagines un nouveau proprio pour eux?
C'est dur de voir ça. Nouveau proprio, je me demande qui pourrait être intéressé Ouais, pareil. je pense qu'ils vont coûter assez cher. Ouais, Bon, c'est difficile de prédire. ouais, Et ouais. la question qu'on peut se poser aussi, c'est les licences, elles appartiennent à qui? Genre Mass Effect, Dragon Age, ça appartient à BioWare ou à Electronic Arts? Bon, je pense que ça Mais c'est c'est Ouais, bon, c'est pour parfois, ça, ouais, je me confus, demande. Ouais. Yes. Et de l'autre côté, donc, il y a le fameux Andrew Wilson, donc le boss de Electronic Arts, qui, selon comment on compte, s'est fait plusieurs millions de pépettes. Tout ça s'inscrit dans. Vous vous souvenez, le fameux rapport qui disait que Battlefield 6, c'était leur plus gros coup depuis pas mal de temps. Ils ont fait pas mal de thunes et ils ont après liquidé la moitié des studios qui avaient bossé dessus. Et donc il y a leur rapport annuel, ils expliquent noir sur blanc que cette prime de Andrew Wilson, elle est directement liée au bon lancement de Battlefield 6. Donc il récompense le lancement et voilà, il licencie ceux qui ont fait ce lancement. Donc c'est cool. La prime qui tombe comme ça, Alexis, pour le bon lancement de BF6. Et tu vois quoi, toi, là-dedans, comme manœuvre? Oh, c'est comme bien souvent, je pense que quand t'embauches parfois des gros boss ou des trucs comme ça, ils sont parfois là pour redresser une boîte ou Ouais. ou faire en sorte que voilà. Et pour redresser, enfin par redresser une boîte, je pense qu'on entend simplement retirer des œufs du panier. Enfin voilà, il fallait que le lancement de Battlefield se passe sans encombre, qui s'est passé, je pense. Ça s'est très bien passé même. Et pour le coup, une fois que tout ça s'est bien passé, allez hop, il est temps d'écrémer, il est temps de voilà. Son but au mec, c'était simplement de faire en sorte que de rendre la boîte toute L'optimiser, belle ouais, et comme tu toute dis. attrayante, quoi. Ouais. Et le voilà récompensé pour Donc, son succès. Ouais. Yep. Donc voilà, l'éditeur légendaire Electronic Arts qui change de proprio. On va passer maintenant à celui qui a besoin de personne pour se financer, voilà, et qui en profite pour expliquer très fort où va l'industrie aussi. On va parler de Take-Two, qui a publié ses résultats vendredi. Donc c'est un peu le topic de l'épisode. Hein. Il y a eu tous les résultats trimestriels qui ont été publiés, donc il y a pas mal de rebonds qui ont été faits là-dessus dans la presse. Et donc ce fameux trimestre, c'est celui d'avril à juin, c'est celui du printemps dernier là. Et donc chez Take-Two, c'est le trimestre le plus tranquille du monde, hein, parce qu'ils ont fait 1,39 milliard de dollars de rentrée d'argent. Chez eux, ils appellent ça des réservations nettes, c'est juste un terme financier. En gros, c'est ce que les joueurs dépensent chez eux. Et donc c'est au-dessus de ce qu'ils avaient eux-mêmes annoncé en prédiction et en prévision. Donc ça fait monter leur chiffre d'affaires de 2%, et le truc qui est intéressant dans tout ça, c'est en fait il n'y a aucune grosse sortie sur ces 3 mois qui justifie ça, à part les jeux qu'ils ont déjà sortis qui tiennent bien. Chez eux, c'est NBA 2K et GTA 5. Et donc 84% de ce qu'ils encaissent, c'est de l'argent mis dans ces jeux-là déjà achetés. Donc c'est des skins, c'est de la monnaie dans le jeu, c'est des passes. Et dans le même rapport, ils nous disent que GTA 5 a passé maintenant les 230 millions d'exemplaires vendus. Voilà, c'est un jeu de 2013. C'est assez ouf. Et à la presse, dans les différentes interviews de Strozelnik, suite à ces trucs-là, on reparle de GTA 6. Et donc il s'exprime un peu sur les précommandes du jeu, en disant qu'il avait jamais vu rien de pareil. Mais il donne pas de chiffres, on sait pas exactement le volume de préco, donc ils révèlent pas non plus combien ils se font de thunes déjà. Mais ils disent que comme c'est du jamais vu, ils sont incapables de faire eux-mêmes une prédiction de où ça va s'arrêter. Il reste quand même sur le entre 8 et un peu plus milliards de pépettes, mais ils attendent la vraie sortie pour voir ce qui se passe. Et dans le même topic GTA 6, il y a une annonce aussi cette semaine avec Netflix qui, le 27 août, va diffuser une longue présentation de gameplay de GTA 6. Donc c'est en avant-première. Et c'est une avant-première de 6 heures, parce que 6 heures plus tard, ça va tomber sur YouTube. Dans les interviews, le fameux chef de chez Take-Two, Strozelnik, il appelle ça un hors-d'œuvre, et il annonce qu'il y aura des entrées, un plat et un dessert. Donc ça veut dire que le mouvement marketing, là, il va commencer. Et on va sûrement être sollicité ponctuellement jusqu'au 19 novembre avant la sortie du jeu, quoi. Donc voilà.
Et oui, dans une interview aussi, il disait que selon lui, d'ici 3 ans, on sera tous en train de streamer nos jeux. Voilà, c'est un peu une vision dystopique, je pense, mais on avait déjà parlé la dernière fois. Alors du coup, quand on check ce trimestre chez Take-Two, tu vois l'entreprise qui... en gros, l'entreprise tient sur un jeu qui n'est pas encore sorti. Pas de grosse sortie dans le trimestre, des revenus qui viennent des jeux vieux de plus de 10 ans. Et en gros, le patron, il dit, bah attendez novembre, c'est là où ça va taper fort, quoi. Et le marché, lui, trouve ça rassurant. Voilà. Alors moi, je trouve ça un peu inquiétant, même si c'est impressionnant, hein, parce que si... Et je dis bien si, hein, je suis pas sûr que ça se passe comme ça, mais si GTA 6 déçoit, c'est voilà, c'est tout l'éditeur Take-Two qui va prendre un énorme shoot, quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air de se diriger dans ce sens-là. Mais Alexis, toi, toute l'année de Take-Two qui repose sur un jeu qui sort en novembre, tu ferais quoi, toi, à leur place? Tu resterais aussi pépouze comme ça? Après, pour le coup, ils ont leur jeu qui sort en novembre, mais en fait, ils ont une force qui est, je sais pas s'ils ont d'autres, j'allais dire, est-ce qu'il y a un autre éditeur qui arrive à avoir des jeux comme eux? J'allais dire, il y a peut-être Nintendo avec Mario, mais Mario, c'est pas financé comme Ouais, les GTA, en fait. je pense que c'est même pas le même niveau d'impact Ouais, culturellement. j'allais dire, c'est hein. un jeu qui se poursuit, en fait, qui se poursuit sur de la durée, mais c'est tout. Mais, là, en fait, les mecs pourraient très bien, je pense, en fait, l'impact de GTA, c'est le genre de jeu où tu te dis, mais ça peut presque bouleverser une pseudo-génération de consoles, ça peut bouleverser l'impact d'un calendrier, ça peut bouleverser. Enfin, c'est le On Hollow Knight sait- d'un dé, quoi. On sait déjà que ça bouleverse le calendrier du monde réel, parce qu'il y a plein de boîtes qui Oui. vont dire, qui commencent à dire qu'ils vont fermer officiellement le 19 novembre parce qu'il va y avoir trop d'absentéisme pour les, Et oui. pour les gens qui font jouer à GTA Et 6 puis, aujourd'hui. Et puis même, il y a ça, et puis ça peut, enfin, je veux dire, même ça peut bouleverser aussi l'industrie, même en termes de, enfin, là, la petite guerre qu'il y a entre, pour le marché physique, par exemple, Mm. à partir du moment où Rockstar a dit, on va faire du code in the box pour le jeu, c'était fini, en fait. Enfin, en tout cas, les gens ont accepté. Ils auraient très bien pu dire, non, mais même nous, on le sort qu'en démat, ça aurait été pareil. Enfin, Ouais. ils ont le droit de vie et de mort, donc je pense que c'est le fait que ça repose sur un jeu qui sort en novembre. Qu'est-ce qu'on ferait? Enfin, moi, je ferais quoi? Bah, de toute façon, je capitaliserais au maximum en fait sur la hype. En fait, et voilà, ils ont rien montré du jeu. Les gens, en fait, Ouais. ils sont en train de baver ils bavent comme des, comme des tarés sur des images générées par IA. Et, là, en fait, ce qui se passe vraiment là, avec du coup, par exemple, avec le Netflix, en fait, qui est juste une. En fait, ils cachent de la pub derrière de la pub. En fait, c'est génial. Et ben, en fait, enfin, les mecs, ils pourraient très bien dire, mais allez-y, quoi. Genre, c'est un peu comme quand on va dire, tu vas au cinéma et tu verras la bande-annonce ou les premiers extraits du film quand voilà. Et là, tu pourrais très bien dire, putain, mais les gars, on fait un partenariat avec un autre jeu, même, ouais, et on vous propose un trailer de GTA si vous achetez le jeu de l'éditeur. Mm. Mais c'est l'éditeur qui va raquer comme un goré parce qu'ils savent qu'ils vont booster leur vente. Mais là, par exemple, pour le coup, Netflix, il y a enfin, on ne connaît pas en interne, mais il y a dû, à mon avis, avoir une bataille entre Netflix, Prime, machin. Ouais, peut-être ça, bien, ouais. voilà. Mais je veux dire, les mecs, ils ont de l'or entre les mains et ils ont qu'à claquer des doigts pour en faire couler des billets sans rien faire, finalement. Enfin, je veux dire, C'est ça. ils ont qu'à demander à Joe le monteur de faire une. Enfin, ouais. Et. Enfin. Ouais. En fait, Tu l'as acheté, ont toi, GTA 5? ouais. Moi? Oui. Non. Non. Non, moi non, en vrai, j'ai joué à. Moi, j'ai fait les GK, enfin, les premiers. J'avais le 4 aussi que j'avais. Le 5 que je l'ai pas fait. Ok. J'ai joué un peu hein, quand j'étais à Bon, droite à t'es pas gauche. dans les 230 Mais millions, pas là. chez moi. Mais non, je l'ai pas. Après, je l'ai pas acheté. Et, Même que ce soit sur PS4 ou autre, je l'ai pas acheté. C'est trop. Voilà. Et puis j'avoue que en fait, quand ils ont ressorti. Par contre, quand ils ont ressorti leur remake tout cassé, là, j'ai acheté GTA 3. Parce Ouais, que le le Liberty 3 City. était. Ouais. Ouais, parce que ça a bercé un peu mon enfance. Mais voilà. Anto, toi, tu c'est- l'as le 5 dans ta collection? Le 5, je l'ai, mais je ne l'ai pas acheté. Il avait été donné gratuitement sur Epic Game Store. Ah oui. Ça fait partie de ces jeux, ouais. Des fois, ils donnent des gros jeux comme ça, donc c'est pas mal.
Je l'avais acheté, mais je suis pas un gros fan en fait. J'avais préféré le 4. Je sais qu'il y Ah a ouais. beaucoup de gens qui avaient été déçus du 4 à l'époque, mais je trouve que le 4 au moins il avait une histoire intéressante, un univers, assez unique. Le 5 c'est voilà, ça reste un jeu fun, mais je suis pas un gros fan de l'écriture, Rockstar en général, genre, Ouais, ouais, GTA 5, je Max Payne vois. 3. C'est fun, mais le gameplay, c'est quand même c'est toujours la même chose, quoi. Tu vas conduire ta voiture là-bas, tu vas tuer ce mec, tu reviens, tu vas livrer un truc là-bas et au final, si l'histoire est pas très intéressante, mais moi, ça me motive pas pour, continuer de jouer, quoi. Donc, Mm, mm, mm. ouais. T'avais pas testé du coup le GTA Online? Il y a personne ici qui a essayé ça. Non. Ok. Non. Moi, je crois que je l'ai acheté 2 fois parce que je l'ai pris d'abord sur PS3, il me semble, à la sortie. Et suite à ça, après, je l'ai pris sur. Attends, je l'ai fait dans quel sens? Non, j'ai dû faire Xbox 360 d'abord? C'est possible ça? Oui, il est sorti sur 360, c'est ça? Je pense que c'était la première plateforme, ouais. Ouais, j'ai commencé sur 360 et après j'ai enchaîné sur PS3. Et je crois que c'est sur la PS3 que j'ai joué le plus au jeu. Donc, ouais, coupable Donc tu l'as d'avoir acheté filé 2 2 fois fois. sur, Ouais, coupable. 2 fois c'est la même gêne? Coupable 2 fois la même gêne, ouais. Je sais plus trop pourquoi. Ah oui, parce que ta Xbox avait rendu l'âme. Une de mes Xbox, oui. Je faisais partie de ces gens aussi Ouais. qui, comme j'avais tous mes jeux dessus, ma Xbox crève, j'étais obligé d'en reprendre une, sinon, comment je fais? Ouais. Du coup, tu rigolais avec le plan Netflix comme première étape de campagne. Je trouve ça malin, moi, d'un point de vue industrie, quand même. Hein. C'est pas fait. Je pense que c'est pas fait au pif. C'est pour essayer de taper dans des gens qui sont peut-être pas gamers à la base et pour essayer de ramener le plus de monde possible. Et donc tu vois, en fait, c'est un peu une pub habillée en émission. Il y a des gens qui vont regarder ça jeudi soir, quoi, tranquillou. Du coup, Anto, sur un jeu que t'attends, toi, tu regardes tout ce qui passe comme ça ou tu essayes de faire le tri ou tu coupes tout? Ah, si c'est un jeu que j'attends vraiment, genre, Control 2, je pense que je fais un média blackout. Je regarde les premiers trailers et puis voilà, ça suffit. Après, je coupe. C'est ce que j'ai tendance à faire ces jours-ci pour les films, les jeux vidéo, tout ça. Hmm. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à tout regarder. Genre, à l'époque, Ocarina of Time, c'était le jeu le plus attendu de tous les temps. Du coup, j'avais regardé toutes les images possibles, toutes les vidéos, toutes les previews. J'étais courant de la moitié du jeu avant même sa sortie. Maintenant, je me suis un peu calmé. Je préfère garder la surprise. Ouais, je pense que c'est ça. C'est arriver à résister à la hype, à ce matraquage marketing, quoi. Parce qu'au final, Il y voilà, a la hype et puis il y a aussi le côté où les trailers remontent beaucoup trop aujourd'hui, quoi. Enfin, on peut regarder Ouais. l'exemple de même des directs qui sont associés à des jeux précisément. ouais, Il y a des moments où tu te dis ah ouais, enfin là, ça y est, j'ai tout vu, quoi. Ça y est. pas besoin de jouer au jeu. Ouais. Et ok. Je pense que c'est bon pour le Tech2 qui attend son jeu pour faire son année. On va passer chez Nintendo. On aime bien toujours parler d'eux. Et on va parler du chèque du gouvernement américain qu'ils ont reçu. Ça va être intéressant. Donc eux aussi, ils ont publié leur trimestre jeudi dernier. Donc c'est pour la même période que Take-Two, hein, c'est le avril à juin. Et alors chez eux, ça fait carrément moins de pépettes que chez Take-Two, parce qu'eux, ils ont beau travailler, ça monte pas si vite que ça. Donc leur chiffre d'affaires, il baisse de 9,5% d'après leur rapport. Mais ceux qui gagnent, donc les bénéfices, ça fait un bond de 150%. Et une fois les impôts payés, plus 53%. Donc c'est au-dessus de ce que les analystes attendaient au final. Alors du coup, j'aime bien creuser à chaque fois dans ces sujets-là pour expliquer un peu comment tu fais pour encaisser moins d'argent tout en gagnant plus. Et en fait, c'est une histoire de marge. Et c'est un rapport avec la sortie de la Switch 2. En gros, quand Nintendo te vend une Switch 2, ils encaissent beaucoup d'argent. Donc c'est dans les 450 €, je sais plus combien elle coûte maintenant. Mais en fait, ils en gardent une petite partie. Parce que fabriquer la machine, ça coûte cher. Donc ça, c'est le premier point. Quand ils te vendent un jeu, donc ils encaissent, on va dire, 70 €. Et du coup, en fait, ils gardent presque tout là-dessus. Donc si tu le prends en téléchargement, c'est encore plus. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. Parce qu'il n'y a pas de cartouche à fabriquer, ni rien. Ni le magasin à payer. Et donc, si on check la situation de Nintendo, avril à juin l'an dernier, c'était le lancement de la Switch 2. Et donc, elle est sortie en juin 2025. Donc, ils ont vendu plein de machines, beaucoup d'argent qui rentre, pas beaucoup de bénéfices.
Et cette année, moins de machines, mais plus de jeux. Donc moins d'argent qui rentre, mais beaucoup plus de bénéfices. Et donc les ventes en téléchargement font en gros plus de 90% du truc, quoi. Et à ça s'ajoute après le tout autour. C'est le film Super Mario Galaxy qui a passé le milliard au box-office. Et tout ce que rapportent les propriétés intellectuelles Nintendo en dehors des jeux. Donc c'est les produits dérivés, tout ce qui est licensing dans tout ce bazar. Et eux, ça fait un bond de 107% là-dessus. Et donc la deuxième raison de leur bon résultat, leur bon bénéfice, c'est un truc qui n'a pas grand-chose à voir avec les jeux, c'est les 300 millions de dollars de droits de douane remboursés par le gouvernement américain. Parce qu'en gros, je ne sais pas si vous avez suivi, ça c'est en février, il y a la Cour suprême américaine qui a jugé que les tarifs de Trump étaient... ils n'avaient pas le droit d'être imposés comme des taxes comme ils ont été faits. Donc résultat, c'est l'État qui doit rembourser environ 166 milliards aux entreprises qui ont été impactées. Donc ils ont déjà commencé à faire la moitié de tout ça. Et donc Nintendo a encaissé sa part. Et dans des interviews de leur Chief Finance Officer, ils expliquent que c'est normal qu'ils gardent ces pépettes et qu'ils les redistribuent pas d'une certaine manière aux joueurs, parce que c'est l'entreprise qui a absorbé les taxes sans augmenter ses prix pour autant. Voilà. Sauf que plusieurs clients avaient déjà lancé des actions, avaient porté plainte contre Nintendo et contre Sony aussi. Et du coup, voilà, dans sa réponse, Nintendo dit de ne pas être obligé de reverser quoi que ce soit aux clients, quoi. Et on attend de voir ce que Sony va dire, mais c'est sûrement un truc du même genre. Dans la même semaine, il y a une boîte qui fait un peu de com là-dessus en disant non, nous on va redistribuer. Donc c'est Arctic, une boîte qui fait du matos de cooling PC. Ils disent nous on va redistribuer en baissant le prix de nos trucs aux US. Voilà. Donc c'est intéressant de souligner qu'il y en a qui essaient quand même de rebondir là-dessus. Et donc aussi dans une autre interview qui revient un peu sur le côté Nintendo veut être omniprésent culturellement dans le monde. Il parle d'un truc bien japonais. Je sais pas, Anto, si tu connaîtras, mais il parle du Randoselu. C'est le cartable que les parents japonais achètent quand leur petit enfant entre à l'école primaire, là, vers 6 ans. Donc c'est une espèce de rite de passage là-bas. Et du coup, Miyamoto, il dit qu'il aimerait que Nintendo ait assez de produits pour que les parents se disent voilà, mon enfant, il a 6 ans. On lui achète un truc Nintendo. Voilà. Donc c'est assez cocasse. Et le dernier chiffre un peu en rapport avec Nintendo dans cet élan-là, ça parle du jeu mobile de cartes Pokémon, qui en fait fait un peu une dégringolade en termes de base utilisateur, où ils sont passés de 39 millions de joueurs à 23 millions. Donc il y a une dégringolade, quoi. Et on va en parler un petit peu après. On va en parler des 300 millions avec toi, Alexis. Selon toi, il devrait aller où ces sous? Rester chez Nintendo ou être redistribué façon Arctic Cooling? Alors, je pense qu'il y a quand même d'autres trucs à... Ouais. Alors, oui. On va faire un petit expo. Non, du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, si on regarde avec un petit peu tous les constructeurs et ça, faut voir qu'il y a eu... Nintendo, eux, ils ont annoncé, quand il y a eu cette hausse de prix, ils avaient annoncé que pour la Switch 2, quand même, ils avaient absorbé les frais de douane. C'est-à-dire qu'en gros, tous les frais de douane, ils les ont payés, en fait. Ils avaient dit qu'en gros, c'était pas le moment d'augmenter le tarif de la Switch, alors que... Ils ont... De la Switch 1 ou Ils n'ont pas tu veux augmenté. Alors, de la 2. La Switch 1, ils ont augmenté de $40. Ouais. Mais la 2, tu pourrais dire que le prix de vente initial prenait déjà en compte en fait, la cartouche qui se prenait. Non, parce que du coup, alors à l'époque, la console devait sortir. Elle avait été annoncée déjà au tarif. Et les frais de douane ont été annoncés après. Ah oui, ok. Et du coup, les précommandes ont juste été décalées. Et ils ont en gros dit on va absorber les frais de douane, quoi. Et mais je sais pas si tu te rappelles, mais nous on pouvait précommander la console, mais aux US en fait les précommandes avaient été mises en pause. Ouais, c'est vrai. Juste parce qu'ils voulaient savoir en fait pourquoi. Donc voilà. Après il y a eu Sony, effectivement, eux ils ont augmenté les consoles de 50 balles, enfin $50 pardon, donc de toutes les PS5. Et Microsoft c'était un peu plus drastique parce que ça s'est fait en 2 temps eux. Il y a eu la série X, mais ça elles ont augmenté c'est quasiment, enfin ces consoles ont augmenté de 100 balles sur toutes leurs bécanes en mai. Et après, elles ont repris 50 balles un peu plus tard. Ouais. Donc, faut savoir que tous les gros constructeurs, en tout cas, comme ils ont payé ces frais de douane, enfin, en tout cas, les frais de douane ont été reversés directement au gouvernement américain. Du coup,
ils ont touché cet argent et après, l'argent, ils l'ont payé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils en font? Le truc, c'est que pour le coup, en fait, si on regarde bien, en fait, ils ont payé l'argent au gouvernement américain. Donc, le gouvernement américain leur redonne cet argent. Mais en fait, il faudrait en fait techniquement rendre l'argent. En tout cas, les constructeurs qui ont augmenté les tarifs des consoles devraient rendre l'argent pour les consoles impactées. C'est-à-dire qu'effectivement, Nintendo devrait rendre au moins la compensation. Donc les $40 parce que c'était $40, je crois, des Switch 1 pour chaque machine vendue, en fait. C'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient donner un Tomodachi ou un Rhythm Paradise à tout le monde. C'est ça. C'est ça. Alors à tout le monde, en tout cas, au moins à ceux qui ont acheté À une ceux Switch qui ont acheté la Switch 1 dans la période. Ouais. C'est ça. C'est ta déclaration officielle, ça? Ensuite, c'est voilà. Pour Nintendo, oui. Après, pour Sony et pour Microsoft, en fait, Sony devrait même. En fait, Sony, c'est pour toutes les consoles, du coup. Donc, eux, ils devraient filer un jeu. Et Microsoft, vu la hausse de prix, ils devraient filer une Xbox, en fait. Ils devraient filer une autre console. Voilà. Donc, non, mais après, effectivement, oui. En fait, le truc qu'il y a, c'est que il y a ça. Là, aujourd'hui, après, la Switch 2 augmente de tarif avec la partie avec la RAM et tout. Donc en fait, est-ce que... alors après, c'est encore une autre question. Mais toutes les consoles augmentent encore de tarifs avec... on est sur une génération où ça augmente tout le temps. Donc en fait, est-ce que ça augmente, on ne serait pas encore aujourd'hui, malgré tout. Il n'empêche qu'aujourd'hui, oui, ces frais de douane, ça a été une vaste fumisterie en fait du gouvernement américain. Donc oui, il faudrait en fait que les entreprises, en tout cas, dédommagent les gens qui ont acheté et qui ont été impactés, oui, par ça. Ouais. Et du coup, voilà, en face, t'as j'en parlais là de Arctic Cooling qui fait un peu un coup de com' en disant qu'ils vont répercuter sur ces pépettes reçues sur le tarif des compos aux US. Donc on voit que c'est possible, parce qu'on peut se demander aussi comment tu rembourses à des millions de gens. Hein. Bon, c'est peut-être une solution de juste baisser le prix sur les prochains produits, même si c'est un peu de la com et qu'il faut continuer de racheter des trucs. Ça me fait penser, du coup, Anto, est-ce qu'il y a une marque chez qui tu achètes en priorité juste parce qu'ils se comportent bien, tu vois, parce que tu sens qu'ils sont réglo? Une marque, je sais pas trop, j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais il y a définitivement des marques que j'évite. Ah oui. Autant que possible, Amazon, c'est sûr que voilà, leur service, il est très pratique. J'aime beaucoup acheter sur Amazon, mais niveau éthique, comment ils traitent leurs employés, tous ces genres de... leur soutien au gouvernement américain, tout ça, je trouve ça un peu limite. Donc du coup, autant que possible, j'essaie d'éviter d'acheter chez eux. Après, niveau jeu, j'en ai déjà pas mal parlé dans le passé. Warframe, les développeurs de Warframe, qui sont du coup super respectueux des joueurs. Et les gens, souvent, c'est un jeu qui est bourré de microtransactions, mais personne s'en plaint parce que du coup, les gens, ils ont envie de soutenir les développeurs et ils sont contents de leur donner de l'argent. Donc, ça fait partie de ces choses-là. Il y en a des comme ça chez toi, Alexis? Des marques que tu favorises les yeux fermés ou des... Electronic Arts. Microsoft. Non, généralement, je sais que, bon, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a un jeu auquel je joue, j'aime bien attendre une promo. Mais après, quand il y a un jeu indé, par exemple, si c'est un éditeur, si c'est un développeur indépendant, je vais pas avoir forcément de soucis à aller acheter le jeu et puis à acheter le jeu et à même voilà, quand c'est de l'indé, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vrai que mais après, c'est vrai que chaque c'est toujours un peu le deux poids deux mesures. C'est vrai que c'est vrai qu'on peut faire aujourd'hui, il y a même des grosses boîtes, par exemple, peuvent avoir des comportements qui sont on va dire qui semblent éthiques, mais on n'est pas dans l'environnement de la boîte. On sait pas voilà, ça c'est aujourd'hui quand on entend des Microsoft, on fait ah c'est pas bien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui tu vas dans une autre entreprise où on entend les Capcom ou les entreprises généralement aujourd'hui japonaises qui ont l'air de mieux gérer le truc. Oui, bon, on connaît pas non plus comment vivent les salariés aujourd'hui. Tu peux pas c'est peut-être pas forcément non plus idéal, quoi. Donc voilà, aujourd'hui mais
Mais ouais, moi, c'est vrai que par exemple, je vais pas avoir de soucis à aller choper le, les derniers jeux Macmillan quand il va ressortir. Là, quand Mugenics va sortir, je vais me jeter dessus sans problème. Quand même, généralement, alors ça reste de la petite édition, mais même quand ça va être du Devolver aussi, j'ai moins de problèmes avec ça. Ouais, je pensais à ça justement, les Devolver et les Annapurna, où tu te dis, bon, il y a déjà un petit saut de qualité là-dessus, je me dis... je me pose moins de questions quand c'est autre chose, quoi. Et l'histoire du cartable aussi, c'était marrant, j'ai un peu creusé là-dessus là, pour trouver ce que c'était qu'un Landocelu. Tu connaissais ça, Anto, le Landocelu? Ouais, bah tous les gosses que tu vois dans la rue, c'est quoi? C'est pour l'école élémentaire du coup, les Ouais. 6 ans de... Mm. Ouais, bah tous les gosses ils en ont un, c'est presque une extension de ta personne en fait quand t'es quand t'es un étudiant là-bas, c'est genre ils t'achètent ton Landocelu et tu le gardes pendant 6 ans parce que c'est super résistant et tu le gardes pour toujours quoi. Ouais. Et ouais, c'est une institution. Mais c'est drôle que Nintendo fasse cette comparaison parce que Nintendo, c'est quand même une institution au Japon. Pour nous, c'est voilà, aux États-Unis ou en Europe, c'est voilà, un développeur de jeux vidéo. Mais moi, j'habite à Tokyo et du coup, Nintendo, c'est partout, quoi. C'est dans le métro, tu as toujours des vidéos, des promos pour leurs jeux, tu as des événements, qui sponsorisent des trucs à droite à gauche. Donc, Nintendo, c'est vraiment une institution, c'est partout. Et je pense que ça a du sens que Nintendo, du coup, se voit comme ça aussi, comme une institution vraiment de la culture japonaise. Donc ça a beaucoup de sens, ouais. Ok. Et puis ça, on en revient à ce qu'on disait aussi la dernière fois d'ailleurs, c'est choper les enfants le plus vite possible, quoi. et ouais. Enfin, en tout cas, les choper dans l'univers Nintendo, quoi. C'est à partir du moment en plus là où tu réussis à t'imposer sur un cartable aussi iconique. C'est Alors je pense qu'eux, ils parlaient peut-être moins littéralement en disant qu'ils veulent pas forcément faire un cartable Nintendo. Non, mais je veux dire, non, mais pas se mettre sur le cartable comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu arrives en fait à t'imposer sur quelque chose d'aussi... Ouais. Être une étape dans la vie, être une étape obligatoire dans la vie de quelqu'un, quoi. C'est vrai. C'est ça, et surtout pas être un truc jetable, et puis c'est un peu le même principe. Moi, je vois le principe où quand tu fous tes cartons, tu fais, ah putain, regarde, ça c'est... Tu vois, mon chéri, ça c'est la NES que papa, dans laquelle il a soufflé quand les cartouches, ça marchait plus. Mais du coup, tu fais pareil avec... en fait avec n'importe quel objet, et tu te dis... c'est Nintendo, regarde papa, ça c'est l'imprimante que Nintendo que papa il avait. Oh, regarde le bureau Nintendo que papa il avait. Oh regarde, c'est voilà. Et je me dis mais c'est exactement, surtout c'est le côté l'objet iconique, et je pense que s'ils peuvent rattraper, enfin pas rattraper, mais ne pas perdre les générations qui arrivent en étant ancrés dans l'univers en fait, un peu comme ce que fait Disney en fait, hein. Exactement comme fait Disney. Ouais. Chez toi, Anto, c'était quoi le premier bidule Nintendo dont tu te souviens que t'as eu? Le premier bidule Nintendo, c'était Super Nintendo Pack Donkey Kong Country, que j'avais acheté avec mon propre argent. Ouais. Du coup, j'avais genre à Noël, mon anniversaire, je recevais un petit peu d'argent de mes parents, mes grands-parents, tout ça. Et du coup, j'avais tout économisé. Et quand le pack il était sorti, je m'étais jeté dessus. Genre, alors j'ai fait mes recherches, c'était en 94. Waouh. Du coup, j'avais à peu près 9 ans. Donc voilà, à 9 ans, je m'étais déjà acheté ma première console avec mes propres sous, donc j'étais assez fier de ça. Ton premier cartable. Et ouais. Et à l'époque, c'était 1290 francs, j'ai fait mes recherches, et du coup, ça fait à peu près 200 € aujourd'hui. Bon. Donc voilà, c'était pas n'importe quoi. C'était toutes mes économies, j'avais tout dépensé dessus. Ouais, parce que c'est le bundle console plus jeu, là, ce truc-là, c'est ça? Ouais. Cool. Et toi, Alexis, c'était quoi ton premier bidule Nintendo? Alors, si on exclut la console, on va dire, de la maison, le vrai bidule, à moi, le mien, le précieux, c'était une Game Boy, une Game Boy grise, la grosse Game Boy grise, ouais, les premières, que j'avais quand j'avais 6 ans, ouais, avec Donkey Kong Land 2, donc un portage, c'est les portages qu'ils avaient fait. Donkey Kong Land, qu'est-ce que c'est que ça? Donkey Kong Land, en fait, tu joues Donkey Kong Land dans la... non, c'était les versions de Country, mais on va dire en 10 mecs, c'est un peu, mais qu'ils avaient taillé à la serpe pour les faire rentrer dans la Game Boy. Donc c'était Donkey Kong Land 2, donc c'était du coup Donkey Kong Country 2, mais en version vraiment... Voilà, mais c'était Donkey... En fait, tu avais presque l'impression de jouer à un Donkey Kong c'est ce qui comptait. 2, mais en version portable, quoi. Et surtout, monochrome et tout, mais quand t'étais là, sur ta Game Boy, tu disais, oh putain, c'est génial. Voilà. Mon premier truc, moi, Nintendo,
je suis arrivé tard. En fait, j'ai C'était la Switch 2. nu. C'est que les Nintendo trucs, j'y jouais chez des voisins surtout. Quand j'étais petit, j'avais une potesse qui l'avait dans mon quartier. Elle avait la NES et on jouait à Duck Hunt. Plus tard, j'avais un pote qui avait la SNES et on jouait au jeu DBZ dessus. Mais mon premier truc à moi, Nintendo à moi, c'était la GameCube. Donc j'ai mis du temps à arriver là-bas. Et c'était en réaction viscérale à un spot de pub qui montrait le Zelda Wind Waker. Où tu vois ce Zelda en cel shading trop bien fait. Tu dis, mais il me faut cette console juste pour ce jeu, quoi. Et donc j'ai eu c'était un bundle, je crois, hein, une console silver avec le jeu. C'était plutôt cool. Ouais. Et puis dedans, t'avais même. J'avais le Attends, mais t'avais Ocarina of Time, Oui. du coup. Oui, je l'avais. Du coup, attends, laisse-moi rebondir sur une question. Non, je l'ai pas fait. Hein Je l'ai toujours pas fait. Ouais. Et Wind Waker, je m'arrête toujours au même endroit quand je le refais. Je m'arrête sur la première île. forteresse maudite, quoi. Non, ouais. Oui, voilà. Enfin, je me souviens plus dans quel ordre ça se passe, mais. La forteresse maudite, c'est. Attends, tu parles de la première île, si c'est l'île de l'aurore ou. Non, il y a la première île où tu te barres en bateau. Et après, tu arrives sur une petite île où il y a des gosses qui ont des crottes de nez. Ouais, mercantile, ouais. Mercantile. À chaque fois que j'y joue, je fais ça. Je fais un petit coup de forteresse, mais après, je fais du mercantile, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais. Du coup, ça valait l'investissement Ah oui, dans la console. ça valait le coup, ouais. Ah oui, si, quand même. Ouais. Rien que pour pouvoir se balader en dragon. Se balader en bateau, quand même, dans la grande mer. Bon, laissez-moi. J'ai envie de dire jouer, ça y est. Alors, le dernier morceau dont je voulais parler avec vous là-dessus, c'est le jeu de cartes qui perd presque la moitié de ses joueurs en un an. Je te l'envoie à toi, Alexis, cette question. C'est comment t'expliques ce recul sur un truc Pokémon? Après, c'est un peu comme là, ça me permet de rebondir très très vite sur l'article d'IGN là, qui avait balancé un article à la con, c'est IGN je crois, en disant oui, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées depuis l'année dernière. Oui, enfin l'année dernière c'était le lancement aussi, les gars. Oui. Donc c'est un peu normal. Là c'est un peu pareil, je trouve. Il me semble que le jeu est sorti au même moment. Tous les joueurs se sont jetés dessus en mode putain, c'est génial, c'est un peu comme Pokémon Go. Mais c'est le même principe. Je veux dire, Pokémon Go, t'as eu beaucoup de monde qui se sont jetés dessus. Alors Pokémon Go a eu un effet quand même très communautaire. Donc voilà. Mais pour le coup, 40 millions de joueurs, c'est énorme. 23 millions, après, enfin voilà, c'est un rythme. En fait, t'as forcément les curieux qui arrivent. Moi, par exemple, j'y joue plus forcément. C'est sympa, tu regardais tes cartes. Le jeu ne t'impose pas forcément de payer. Il a ça a peut-être changé, mais en tout cas, il est assez ouvert à ça. Mais après, bon, tu joues un peu, tu reviens, mais après, tu reviens plus, quoi. Enfin, à un moment, c'est pas. Voilà. Mais dans tous les cas, en fait, ouais, t'as tous les curieux qui arrivent au début, et après, les curieux s'en vont, et après, il reste plus que les joueurs qui restent vraiment. Mais de toute façon, après, moi, je sais pas si c'est. Après, peut-être que je me trompe quand je dis ça. Je me demande si c'est grave, parce qu'en fait. Je me trompe souvent, après. Mais je sais pas si c'est vraiment si grave que ça, parce que là, il y a une différence. Ça fait 41%. Ouais. Donc, est-ce que les 41% qui se sont barrés dépensaient de l'argent dedans? Peut-être Je pense pas. Je veux dire, c'était des joueurs occasionnels qui ouvraient leur paquet, qui disaient oh, regarde, j'ai une carte sur mon écran que je pouvais googler. Ok. Bon. Donc finalement, est-ce que c'est un vrai problème est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que, d'un point de vue chiffre, genre la thune, c'est un vrai problème? Je ne pense pas. Donc finalement, s'il reste que les joueurs un peu les mordus, quoi. Genre aujourd'hui, tu prends Pokémon Go, il y a eu des regains, mais Pokémon Go ne génère pas forcément, enfin, moins d'argent qu'à l'époque, à la grande époque. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est quand même plutôt stable. À la grande époque, je veux dire, où tu avais tout le monde qui courait comme des dératés pour choper la saloperie qui venait d'arriver. Mais non, pour moi, c'est pas un problème, en fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu as tous les curieux qui arrivent, puis les curieux s'en vont. De toute façon, les curieux dépensaient pas d'argent. Puis ce qui compte, c'est les gens qui dépensent. Hein. C'est pas... Ils sont radins, c'est curieux. Ils sont radins. Ouais, non, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ouais, moi je fais partie de ces gens du coup aussi. J'avais essayé le jeu et bon, c'était sympatoche, mais voilà, j'ai rien dépensé. Et puis c'est pas sur la durée, c'est pas un truc qui m'a passionné.
Mais du coup, ouais, les curieux sont partis. Après, ce qui compte sur ce genre de jeu aussi, c'est ce qu'ils appellent les baleines. Tu vois, c'est ces gens, cette minorité de joueurs qui dépensent beaucoup d'argent sur le jeu. Genre, t'as des jeux comme ça, free to play, où t'as le revenu du jeu, en gros, 90% du revenu du jeu et vient de 5% des joueurs, tu vois. Donc, au final, je pense pas que ce soit non plus un gros problème, ces chiffres qu'on a là. Je me Mm. demandais s'il n'y avait pas concurrence du vrai jeu de cartes Pokémon, en fait, qui était plus intéressant d'un point de vue collection et toute la méta autour, qui est plus intéressante que le jeu mobile, mais je sais pas trop. Alors, le jeu mobile, j'ai joué un petit peu pour comparer. Je crois qu'il est quand même plus simple, dans mes souvenirs, hein. Il est plus simple quand même que le jeu de cartes traditionnel. Ouais. Donc d'un côté, c'est pas mal, que du coup, c'est une bonne porte d'entrée. Et puis, c'est adapté au format mobile, pour le coup. Mais après, c'est vrai que si tu veux jouer au vrai jeu de cartes, le jeu de cartes est un peu plus complet. Donc du coup, tu n'as pas tout, quoi. Donc c'est un peu con. Mais après, oui, aujourd'hui, c'est très rare quand j'ai des cartes en main, mais c'est vrai que t'as pas le plaisir d'avoir des cartes avec une application mobile, quoi. Donc, Oui, c'est ce que je me bon. dis. Je pense que les gens ont conscience que pour la même thune, ils pourraient avoir quelques cartes dans la poche et Ben, pas des trucs des maths ouais. qui valent rien. Tant qu'on n'a pas des cartes in the box bientôt. Ah. Ok. Ok pour ça. On va attaquer le dernier topic qui nous reste avec un studio qui a essayé de faire autre chose, justement. Il y a un petit lien avec Pokémon, vous allez voir. On avait parlé de ce jeu la semaine dernière et il s'agit de Beast of Reincarnation, qui est sorti le 4 août. Qui est sorti un peu partout sur les grosses consoles, pas sur Switch. Et donc c'est le premier jeu de Game Freak qui sort sur Play et Xbox, et surtout c'est leur premier gros jeu original en 36 ans d'expérience, parce que c'est eux qui font les jeux Pokémon d'habitude. Et du coup voilà, c'est un action RPG post-apocalyptique, ça tourne sur le UE5 que tout le monde utilise. C'est voilà, tu contrôles une héroïne qui a un gros chien avec un système de combat que la presse compare viteuf à Sekiro ou Nier Automata. Et donc, alors c'est un jeu fait par Game Freak dans une certaine mesure. C'est eux qui ont dirigé le développement et qui ont designé le bazar. Mais le développement, ça a été délégué à d'autres studios, qui ne sont pas nommés d'ailleurs dans toutes les interviews. On met toujours Game Freak en avant. Mais le gros du taf a été fait à l'extérieur. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est pour ça que dans mon topic, là, vous le voyez pas, mais il s'appelle il faut bien que quelqu'un commence. C'est parce qu'en fait, ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'un studio ose faire autre chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le projet a trouvé son origine chez Game Freak. C'est parce qu'en fait, ils ont un espèce de dispositif à l'interne, apparemment, qui s'appelle le Gear Project. C'est une espèce de concours qui a été lancé par le président de Game Freak, donc celui qui a inventé, qui a créé le jeu Pokémon, quoi. Et donc le principe de ce concours, c'est les salariés peuvent proposer des idées de nouvelles licences de jeux, et les meilleures idées partent avec un budget et partent en prod. Et donc le directeur du jeu Beast of Reincarnation, qui s'appelle Furushima, il a posé son dossier, puis il a eu son feu vert, voilà. Et c'est pour ça que le jeu sort. Bon, le résultat, c'est que c'est un peu un 7 sur 10 qui sort, hein, d'après Open Critic. Ça reste strong, mais ça veut dire que ce score, ça veut dire que la moitié des critiques seulement le recommandent, en gros. Il y a un peu un grand écart dans les notes. Les gens mettent en avant le côté combat et ambiance, qui est assez salué. Mais après, la critique qui revient tout le temps, c'est un monde vide et un rythme un peu pété d'un point de vue narration, histoire, tout ça. Et plus il y a de reviews, plus le score descend. Donc je pense que le truc va se stabiliser, je pense, vers un bon 7 sur 10, comme on le disait là. Et du coup, donc ce jeu de Game Freak, et Game Freak qui ose faire autre chose, ça s'inscrit un peu dans la semaine de résultats des voisins japonais. Et il y a un peu des échos à faire là-dessus. Donc on va continuer avec Capcom, on aime bien parler de Capcom, qui raconte que ils se font plein de pépettes, on sait ce que c'est à chaque fois, ça fait 14 trimestres qui sont des pépettes. Et ils sont portés par les ventes de Resident Evil Requiem, qui dépassent les 8 millions, tout le back catalogue Resident Evil qui continue de tourner à plein pot, il y a le Pragmata, là, donc une licence toute neuve,
qui est à plus de 2,5 millions. Et donc, c'est ce qu'ils soulignent eux-mêmes dans leur rapport, dans leur communiqué trimestriel. Ils disent que ce qui a fait leur trimestre, c'est la licence toute neuve et le catalogue solide. Donc, c'est les deux à la fois. Même principe chez Bandai Namco, même trimestre. Ils racontent que la thune monte. Dans le détail, on peut voir en fait que la division jeu, elle monte pas tant que ça. Ça fait pas le plus gros des bénéfices. Ce qui est intéressant chez Bandai Namco, c'est que chez eux, c'est leur division jouet en fait qui fait le gros du boulot. C'est-à-dire chez eux, la caricature, c'est les maquettes Gundam, quoi. C'est ça qui leur fait le plus de thunes. Et le dernier groupe chez qui on va taper pour créer un peu du contexte, c'est chez Sega, qui se stabilise bien. Ils ont la compagnie en bonne santé. Chez eux, ce qui les tient, c'est... il y a eu un pic un peu Persona. C'est eux qui font l'édition de ce jeu-là. Mais ce qui est intéressant chez Sega, c'est qu'en entier, c'est le groupe Sega Sammy. Et côté Sammy, c'est eux qui fabriquent des machines à sous, des pachinko, des trucs comme ça. Et en fait, c'est la partie Sammy qui fait une tonne de thunes dans leur business. Voilà. Donc là où je voulais en venir avec cette histoire, pour Anto, la semaine dernière, avec toi, on se demandait si on croyait que Game Freak arriverait à faire un jeu sans Pokémon. Et donc la réponse est là. Et tu lis ça comment, toi ? Alors, je fais pas forcément beaucoup attention aux avis des magazines et des journalistes, surtout IGN et Famitsu, qui parfois, je suis pas trop d'accord avec leur jugement. Donc, du coup, j'ai plutôt regardé ce qui se passe sur les forums et ce que pensent les gens. Et globalement, moi, ce que j'ai vu, c'était des retours assez négatifs quand même. Ah ouais. Donc, il y a du positif. Les gens disent pas que c'est une bouse complète. Il y a le système de combat qui est pas mal, l'univers qui est intéressant. Mais après, globalement, ouais, le jeu est quand même assez décevant pour les gens. Notamment la présentation, la technique du jeu qui est pas terrible. Aussi le manque de diversité des ennemis qui est quand même un gros problème pour ce genre de jeu. Donc, ouais, Game Freak, c'est quand même un cas assez intéressant parce que jusqu'à présent, voilà, c'était Pokémon, c'était quand même le minimum syndical, tu vois, pour ces jeux-là. Les gens qui se plaignaient toujours, pareil, de la technique, des jeux qui sont moches, investissement minimum de la part de Game Freak. Et là, du coup, ils se lancent dans leur premier jeu qui coûte cher. Et j'ai l'impression qu'ils se sont pas lancés à fond dedans, en fait. Ils ont été un petit peu timides et il y avait un plus gros budget que d'habitude, mais budget apparemment pas assez gros pour le genre de jeu que les gens attendaient, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça. Je pense que c'est une bonne stratégie pour le futur, avoir d'un côté leur jeu à pognon, ils continuent de faire leurs Pokémon, ils continuent de remplir les caisses, et à côté de ça, régulièrement sortir des jeux intéressants comme ça, mais il faut vraiment qu'ils s'y lancent dedans, quoi. Faut pas qu'ils le fassent à moitié comme ils ont fait là. Ouais, pour un studio qui fait la même chose depuis 36 ans, ouais, c'est encourageant, mais effectivement, on dirait qu'ils ont peut-être pas forcé assez. Ouais. Et à propos de la façon dont le jeu a été sponsorisé chez eux, là, le fameux Gear Project, Alexis, du coup, est-ce que tu penses que ça marche, ce concept, au vu du résultat, ou tu trouves ça cool comme idée ? Alors, l'idée est cool, déjà. Après, pour le coup, le résultat, je sais pas si c'est... je sais pas si le fait de dire... le résultat du jeu... après, moi, je trouve qu'il est peut-être encourageant, dans le sens où faut le prendre comme étant peut-être un mix entre un double A ou un truc comme ça. Enfin, je pense que peut-être que le jeu, on le compare souvent à un triple A aujourd'hui, c'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Mais après, moi je pense que ça peut marcher, ce genre d'idée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est assez encourageant de dire, tiens, il y a un mec qui dépose le dossier, tu peux travailler sur ton jeu si tu as envie. Après, c'est vrai que d'autres studios qui font ça, et surtout qui arrivent à sortir des trucs, c'est un peu moins réputé. Il y a beaucoup de jeux qui sortent de Game Jam ou de trucs comme ça. On a eu du coup des trucs comme Celeste, Super Hot ou même Hollow Knight, je crois. C'était une Game Jam. Mais c'est vrai qu'ils sortent de vraiment en gros une boîte à idées, on va dire. C'est un peu plus compliqué en fait. Surtout qu'en plus de ça, il y a beaucoup de studios qui ont des processus assez différents. Où il y en a certains, ils vont baser plutôt des idées de. Enfin, je reprends
un des gros exemples aussi, il y a Splatoon, où derrière, voilà, Splatoon, c'est davantage une idée, en fait, sur laquelle ils ont plugué des concepts graphiques derrière, mais à la base, Splatoon, c'est un concept de gameplay, pardon, avant d'être une idée, en fait, donc, Ouais. avant d'être un univers et tout ça, donc, ouais, non, c'est vrai que j'en vois pas non plus tant que ça, mais pour le coup, c'est intéressant quand même, parce que tu dis, bah tiens, moi je veux faire ce jeu, c'est intéressant, c'est un bon truc, et après, bah, go, quoi. Je pense que ça pourrait être. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, ça peut être pas mal tant qu'on ne dit pas au mec qui a mis l'idée, ouais, bah ton jeu il est bidé, dégage. Oui. Ça, ce serait le Microsoft ou le Electronic Arts. Ouais, bon, Ça me fait penser aussi à Falcom un peu. On en parlait la dernière fois avec leur approche multigroupe là, dans leur petit studio de 70 personnes là, où ils ont plein de petites équipes qui travaillent sur des jeux différents. Là. Ça m'évoque un peu ça. Ou ça me fait aussi penser à l'époque de Geometry Wars qui avait commencé comme un jeu bonus dans c'est quoi, c'est dans le projet Gotham Racing, je crois, un jeu de caisse. Et le mini-jeu avait chopé tellement de popularité qu'ils en ont fait un vrai mini-jeu à part vendu quoi, sur le Xbox Live Arcade. Donc c'était intéressant. Ouais, ou dans Witcher, il y a eu le jeu de cartes aussi qu'ils ont sorti directement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Et, Gwent. ouais. Hearthstone. Attends, Hearthstone, je pense aussi à ça. Hearthstone, non, ça sort tout seul comme ça, non? Mais Hearthstone, Il me c'est semble, pas à la mais- base un. Je crois Ouais, pas. c'est pas à la base un truc qu'on pouvait jouer dans. Hmm, J'étais une connerie. Non, ouais, je crois qu'Hearthstone, c'est Ah, directement. c'est pas impossible, mais. Je pensais qu'Hearthstone, on pouvait y jouer, peut-être. Tu peux dépenser, Ouais. ouais. Et du coup, l'idée là, autour de laquelle je tourne, c'est arriver à faire des trucs à côté pendant que tu fais de la pépette avec tes licences. Donc Game Freak, Pokémon, à côté, ils font Beast. Capcom, ils ont RE, à côté, ils font Pragmata. Chez Capcom, d'ici le début d'année prochaine, il y a quoi? Il y a Onimusha en septembre, il y a Dragon's Dogma 2 qui arrivera en octobre sur Switch. Il y a aussi un RE et une extension Monster Hunter qui arrive derrière. Anto, toi, tu prends quoi là-dedans? Qu'est-ce qui te fait plaisir chez Capcom? Le retour d'Onimusha est quand même assez intéressant parce que le dernier jeu c'était quand? C'était il y a super longtemps. C'était quoi, la Play 2, Play 3? Je sais plus. Alors, ils ont fait un remaster du. Enfin, je sais pas si c'est un remaster, c'est un portage, je sais pas comment on peut appeler ça. Ils ont ressorti le 1 sur les consoles il y a pas longtemps. Ouais, c'est un enfin, je veux portage dire, un HD, vrai quoi. jeu. Ouais, c'est un Ouais, truc ouais. HDifié, ouais. Avant ça, Bah du coup, ouais, c'était il y a longtemps, c'est pas. Ouais. Ouais. Du coup, bah le nouveau en plus avec une nouvelle direction, du coup, il a l'air assez différent des vieux jeux, donc ça a l'air assez intéressant. Aussi Dragon Dogma 2 que j'ai pas encore fait, du coup ça pourrait être l'occasion de me lancer. Mhm. C'est un peu ce que j'ai fait sur Witcher 3 aussi, l'annonce du nouveau DLC qui m'a un peu poussé à acheter le jeu. T'es attiré à je chaque trouve fois que- par les jeux 200 heures de gameplay aussi, toi. Tu te fais du mal. Hein. C'est vrai, ouais. mais du coup, on parle beaucoup de Capcom et de leurs résultats en hausse et tout ça. Je trouve on parle aussi de l'importance du catalogue, les franchises des développeurs et tout ça. Et Capcom, ils sont assez intelligents parce que si tu regardes sur Steam, par exemple, pour relancer l'intérêt, genre il y a Resident Evil 9 qui est sorti récemment. Du coup, leurs anciens Resident Evil, là, le 7 et le 8, ils sont soldés quasiment en permanence et tu peux les acheter pour 8 €, genre pour Ouais. une bouchée de pain. Et du coup, voilà, ils ont ce catalogue qui permet de pousser les prochains jeux aussi. Donc, ils font pareil pour Dragon Dogma aussi. Enfin, leurs vieux jeux qui sont toujours en promo, en fait, pour stimuler les ventes des prochains jeux. Donc, c'est assez intelligent de faire ça aussi. Ouais, c'est ça, ils entretiennent leur catalogue et ils s'en servent de porte d'entrée pour promouvoir les nouveaux. Ouais. Ouais, super intéressant. Chez Bandai Namco, donc on parlait de l'argent qui venait des maquettes. Tu penses que, Alexis, tu penses que c'est ça pour leur boîte? Ça change quoi pour leur jeu dans les années à venir? Après, pour le coup, autant pour les jeux, les ventes se suivent peut-être aussi. C'est simplement qu'ils n'ont pas eu de grosses sorties ou qu'ils étaient un petit peu dans je vais pas dire dans l'attente, mais qu'ils ont peut-être pas grand-chose eu. Enfin, ils n'ont pas eu grand-chose sur le trimestre. Mais après, ils ont l'avantage en fait d'être un peu, j'allais dire, un peu partout en fait. Donc, ils peuvent
capitaliser sur d'autres secteurs, d'autres marchés, s'ils ont par exemple moins de rentrées d'argent sur le jeu vidéo. Donc si par exemple tu as eu un film Gundam qui va sortir, ou même un jeu, tu sais que tu vas pouvoir investir davantage sur du produit dérivé. Enfin, produit dérivé. Mhm. Pas forcément, mais sur certaines autres verticales, on va dire. Donc tu vas pouvoir te dire, bah tiens, je vais investir davantage sur les maquettes, je vais pouvoir investir davantage sur les figurines. Et ça, c'est une autre manière de faire rentrer des thunes aussi. Et ouais, il y a un public qui est passionné aussi de ça, quoi. Donc c'est un peu le même principe que le côté où Konami par exemple survivait aussi beaucoup grâce aux bornes d'arcade, au pachinko, tout ça. Ouais. Donc ils ont pas mal de. C'est pas parce qu'ils ont pas de jeu qui font pas de thunes. C'est un peu comme finalement comme Tech2. Mais non, mais c'est là après ils ont effectivement là après ils vont avoir ils ont quand même du Elden Ring qui va arriver. Là ils ont le test grandeur nature là de Deathblood qui va arriver aussi. Mais c'est pas ces deux jeux, même si ça sort c'est sur Switch 2 à chaque fois, mais c'est pas ce genre de jeu là qui va bouleverser les lignes comptables, je pense, hein. Mhm. À mon avis, pour le coup, c'est pour eux, je pense pas que les maquettes, est-ce que ça va avoir je sais pas si les maquettes pourraient avoir un impact sur les jeux, en fait. Par exemple, est-ce que si les maquettes Gundam se vendent, est-ce que tu peux dire les jeux vont suivre la même courbe? Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas forcément le même public. Bah, ce qui pourrait se passer, c'est si c'est les maquettes qui remboursent les investissements non remboursés du côté gaming, ils pourraient dire bon, on va peut-être calmer le gaming, on va se concentrer juste sur l'exploitation des licences. Donc des Ouais. trucs sans effort et que du produit dérivé. Juste les Après, prix de est-ce vente, quoi. qu'ils font pas déjà beaucoup ça quand même? L'exploitation de licences. T'allais dire quoi, Anto? Bah, j'allais dire que c'est exactement ce que Konami a fait il y a quelques années. Konami qui avait un petit peu délaissé leur côté jeux vidéo, qui se concentrait sur le pachinko, sur leur salle de sport. Konami aussi, ils se font du pognon de plein de manières différentes. Et du coup, pendant quelques années, ils étaient plus intéressés par les jeux. Quand tout leur Metal Gear, Castlevania, ils avaient tout mis de côté et ils s'étaient un peu calmés sur le jeu vidéo. Là, ils sont en train de revenir un peu, mais voilà, ils avaient perdu l'intérêt parce qu'ils se faisaient tellement d'argent avec le pachinko que c'était plus intéressant pour eux. Donc ça peut impacter négativement. Ouais. Hmm. Et voilà, donc s'il y avait un truc à retenir de mon topic là, c'est à propos des licences, hein, je sais pas si vous avez remarqué, avec ce côté, ok, on exploite un catalogue et il y a des licences sûres. Ce que je voulais souligner, c'est que essayer des nouveaux jeux, essayer de faire un nouveau jeu de temps en temps, c'est ce qui crée la licence de demain, quoi. C'est ça qui est intéressant de rappeler, c'est que les Resident Evil au début, c'était un projet bizarre qui est sorti. Forcément, il y a eu un début. C'est pareil pour pas mal de trucs. Les Assassin's Creed, c'était un Prince of Persia bizarre qui a dérapé. Il y en a plein d'histoires comme ça, quoi. Et du coup, si on se focus un peu sur des trucs bizarres qui sont sortis et que des prises de risques, c'était quand toi, Anto, la dernière fois que tu as un jeu comme ça qui t'a surpris? Vraiment surpris, tu vois, le côté... Vraiment surpris, c'était pas un gros jeu. Je pense que c'était surtout des jeux indés en fait qui tentaient de faire des choses nouvelles ou qui amélioraient les formules qui existaient déjà. Je pense que un des jeux qui m'a vraiment surpris ces dernières années, c'était Hades, parce que je suis pas fan des Ah ouais. roguelites en général, mais j'avais tout de suite accroché sur celui-là. Après, il y a des jeux comme Vampire Survivors also qui pareil quoi, c'est un jeu, quand tu vois des images ça paie pas de mine et quand tu y joues ça devient tout de suite addictif, t'arrêtes pas de jouer. Donc je Ouais. pense que c'est plutôt ce genre de jeu en fait, ces petits jeux indés qui tentent quelque chose de nouveau ou d'intéressant. Ok. T'en as des comme ça, toi, Alexis? Alors ça dépend si tu parles de licence, parce que tu as quand même des jeux à licence qui peuvent surprendre, ou si tu parles des jeux indés. Du coup, c'est vrai qu'Anthony, tu as parlé Si de jeux indés. si t'en as un qui a débuté pourrais te une parler licence... de deux jeux à licence, tiens. Ouais, essaye, ouais. Ou même de deux jeux de licence. Justement, il y a... Allez, on va parler de deux jeux à licence. Il y a le premier, alors je ne sais plus le nom, c'est le Prince of Persia, qui était le Metroidvania. Alors, c'est le... Alors oui, mais à je chaque sais fois on plus le bug nom. sur cela, là. C'est Prince of quelque chose? C'est Et je ne sais plus le nom. The Prince... The Roguelike Prince. Non, c'est pas le roguelike Prince. Comment il C'est s'appelait?
c'est pas le. Euh, euh, The Lost Crown. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai été vachement. Lost Crown, oui. Très agréablement surpris. Je m'attendais à un truc très, très générique, très, un peu naze. En fait, j'étais vachement surpris de voir revenir. Et je me suis dit que la formule allait marcher. Le jeu a moyennement marché. Mais qu'est-ce qui s'est très passé bons retours. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais Ubisoft a fermé les équipes. Enfin, en tout cas, ils ont. Voilà. Ils ont dit sous la team. Bien joué. Voilà. Et non, l'autre jeu qui m'a vachement aussi qui m'a agréablement surpris, pareil, pour le coup, c'est concept d'une licence, c'était le Pokémon Legend Arceus, Ok. qui était pas très très joli en termes, visuellement, mais qui était, je trouve, avec un gameplay hyper addictif. Enfin, je veux dire, le fait de capturer des bestioles par paquet de 2000, j'ai trouvé que c'était vers ça que devait se voilà. Et en fait, le jeu a bien marché et je pense qu'ils en ont tiré des conclusions pour la formule. Mais du coup, en fait, ça faisait longtemps qu'un jeu sortait pas des sentiers battus et ça faisait du bien, quoi. Ouais. Le fait que ce soit un spin-off, ça leur a permis, je pense, de se libérer un peu et ça faisait du bien parce que sinon c'était. Voilà. Moi, j'en ai un qui, en y jouant, tu te dis, ce serait le début d'une franchise qui peut marcher et voir d'autres épisodes, ça. C'est Hi-Fi Rush, où pareil, c'était très frais, très bien réalisé, très frais, plein de bonnes idées. Et tu te dis, chouette, il me tarde le prochain. Ah non, tiens, ils ont fermé le studio. Très bien. Bravo. Voilà. Voilà pour le chapitre essayer de faire des nouvelles licences, c'est bien. Continuez les gars, quoi. Et on va s'arrêter là pour l'actu. On va passer au jeu de la semaine. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes surprises là dans l'histoire. Et on va commencer avec Big Walk qui est sorti, son score s'est un peu tassé depuis la sortie, mais maintenant il a 89 sur OpenCritic. Donc c'est un jeu où tu marches et tu parles, en gros. Hein. C'est un walk and talk. C'est fait par House. C'est l'équipe qui a fait un Title Goose Game qui était vachement bien il y a quelques années. Et on en avait parlé la semaine dernière de ce Big Walk. Et on en avait juste. On avait rangé un peu dans la case, c'est sympa, ça avait l'air rigolo. Sauf que ça tape beaucoup plus fort que ça. À l'unanimité, hein, les gens ont que des superlatifs à propos du jeu. C'est de la coop, c'est de l'exploration, c'est des moments absurdes entre potes. Et c'est moins un jeu que, en gros, une espèce d'expérience sociale, quoi. Et du coup, la question de savoir comment tu notes ce truc-là, c'est est-ce que tu notes le jeu ou est-ce que tu notes la soirée que tu as passée dessus à t'éclater, quoi. Et question pour toi, Alexis, du coup, c'est ce jeu à 89, il a 89 parce qu'il y avait les bonnes personnes en face pour te faire passer un bon moment ou c'est un bon jeu? Bon, après, il y a les deux. Un bon jeu, surtout quand c'est un jeu multi comme ça, si t'as pas les deux qui vont ensemble, tu peux te prendre un versus fighting si tu joues avec un mec qui rage en permanence ou même un jeu de multi, quoi, simplement. Si tu joues pas avec les bonnes personnes, ça marchera pas, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut effectivement être avec les deux éléments réunis, à mon avis. Hein. C'est pas possible d'avoir les deux mettre de passer d'avoir une bonne expérience sans les deux, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est assez haut quand même. Hein. Pour le coup, il tape. Je trouve ça. Moi, ça m'a vachement surpris, hein, franchement. Et ouais, vraiment, quand tu lis les tests, là, la question elle se pose vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de noter, l'expérience vécue ou le jeu? Et du coup, c'est la question à chaque fois de que représente cette note. Est-ce que c'est la valeur d'un jeu? Est-ce que c'est la somme des techniques employées? Ou est-ce que c'est l'expérience vécue en y jouant? Et c'est pour ça que tu comprends que c'est toujours subjectif. Tu peux pas te détacher de ça, quoi. Donc voilà pour celui-ci. T'en parlais au début avec ton Lies of P. Lui aussi, il est bien reçu par la critique. Il est à 86 actuellement là, sur OpenCritic. Et du coup, c'est assez logique. Parce qu'en gros, c'est le portage Switch 2, ce truc-là. C'est une édition avec un DLC, il me semble, c'est ça. C'est le jeu de base qui était déjà sorti, qui était déjà bien reçu. Et les gens disent que c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi toujours exigeant, les combats sont cool, l'ambiance est toujours aussi chouette. Forcément des petites concessions techniques parce que la Switch 2, il faut quand même forcer un peu pour faire entrer des jeux ambitieux dessus, mais ça marche quand même très bien. Tu confirmes ça, toi? Mais alors, je l'ai pas encore lancé, hein, parce que moi, voilà. Mais apparemment, même, il y a eu une update là, Day One pour rajouter, parce qu'en fait, il y a aussi ces profils là, qualité, performance, machin. Et ils ont
Ils ont même rajouté un autre profil, où ils ont renommé les trucs, enfin bref, qui supporte du coup alors il me semble, qui supporte du coup le 40 FPS sur Switch 2. Ah ouais. Donc Non, ils se en démerdent portable, bien, donc ouais. ce qui est plutôt, ouais, bah c'est, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que devraient avoir tous les jeux Switch 2, hein, vu que l'écran le permet. Mais non, du coup c'est le meilleur des deux mondes pour le coup entre les deux modes de qualité, quoi. Mais non, je pense que c'est plutôt pas mal. Moi, j'étais surpris, c'est de voir en fait. Enfin, on peut revenir un peu avec un peu pour Big Walk en fait, est-ce que au niveau de qu'est-ce que les gens notent. Mais c'est vrai que je m'attendais pas. Je crois que le jeu en fait a des meilleures notes sur Switch 2 que sur les autres consoles. Ah ouais. Du coup, est-ce que les gens notent le portage ou est-ce que les gens notent le jeu? C'est ça le truc. Ouais. Et encore une Et fois, on sait c'est pas. toujours un peu. Moi, c'est toujours un peu genre un jeu qui a 80. Le même jeu qui a, on va dire, qui a 82 sur PS5 ne peut pas, à mon avis, avoir 86 sur Switch 2, même si le portage est très Bah, très bien. Et bah après, tu le Ça- compares à quoi? Aux autres jeux Switch 2, et dans ce cas-là, il se situe au-dessus. Oui, mais bon. Tu vois, c'est compliqué. Et au même titre que par exemple un jeu qui va avoir des visuels dégradés, compte tenu du support, à un moment, il faut savoir se dire, bah voilà, est-ce qu'on lui met un point de moins, enfin après c'est les notes, hein, mais est-ce qu'on lui baisse la note pour la technique? Mais il y a l'effort. Genre aujourd'hui, quand on voit la gueule de Witcher 3 sur Switch, on se dit, bah, est-ce qu'on lui met une moins bonne note? Alors oui, l'expérience est moins bien, mais l'expérience est là. On peut y jouer. Mais oui, mais contrairement à la PS4, je peux jouer à Witcher sur mes chiottes, quoi. Il y a des trucs, c'est. En fait, il y a plein. Enfin, je sais pas. C'est ça que c'est une question de notes, c'est une question de. Voilà, mais c'est toujours assez compliqué, je pense. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, apparemment, voilà, le portage est très très bien. Ouais. T'as déjà eu des Du coup, portables ça, Anto, toi? Je me souviens plus. Portable en ce moment, non. Et à l'époque, t'avais déjà eu de la portable? Juste PC. Ah, à l'époque, j'ai jamais été. Bah, j'avais la Game Boy, du coup. Après, je pense que la DS aussi, j'avais oublié celle-là. Game Boy, DS, mais après, je crois que c'était à peu près tout. Je me demandais si ce genre de jeux exigeants, si tu les imaginais portables ou si tu les. Ou pour toi, c'est inconditionnel. C'est genre, non, il faut être assis devant une téloche pour en profiter correctement, quoi. Bah, de préférence, c'est toujours mieux quand même. Enfin, je trouve personnellement sur la télé, surtout ce genre de jeu, si tu te bats contre un boss, si tu as envie d'être capable de lire les attaques du boss et de voir voilà, ce qui se passe. survivre, essayer de progresser dans le jeu. Après, après ce genre de jeu aussi, il se prête aussi. Bah, tu as ces moments qui sont très demandants, mais après, ça se prête aussi au grind quand même. Donc, même si tu joues pas très forcément, entre deux feux de camp, tu peux voilà, aller tuer quelques ennemis, te faire un petit peu d'expérience. Donc, ça peut être sympa pour ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je serais curieux de voir s'il sort un jour le Elden Ring là, sur Switch 2. Parce que l'expérience, elle est. C'est comme ça, c'est comme tu l'as décrit. Il y a les phases hyper intenses où limite, faut être focus devant une téloche. Et après, il y a les phases intermédiaires où tu vas de feu de camp en déglinguant du mob, en collectant des trucs, quoi. Donc, ouais. Bah, le Ring, c'est acté. C'est. Et oui, c'est quand? La fin du mois, c'est. La fin du mois sur Switch 2, ça va être du From Software, parce que tu as Elden Ring qui sort sur Switch 2, qui est le 27, je crois. Le 27 août, tu dis? Non, 27 août, Le oui. 28 août. 28 août, donc on n'est pas très loin. Et juste avant, t'as la. Comment ça s'appelle? T'as le network test machin de Duskblood, ouais. Ouais. Donc ça fait du. Tu sais s'il y Ça en a. fait du cozy game. Tu sais s'il y a une NDA sur ce test réseau Duskblood? Faudrait que je regarde. Ce serait intéressant de voir si on pourra en parler ou pas. Ensuite, j'ai un jeu que j'avais sorti la dernière fois, c'était Restory. Alors comment on prononce ce jeu? Restory, parce que c'est de la restauration. Et lui aussi, Ah ouais, j'ai pas vu le jeu de mots. Restory, tu vois, Ah, Restore. putain, ouais. Et lui aussi, il a été bien reçu, alors que c'est un petit cosy sorti de nulle part, pas sans ambition, mais sans éclat particulier. Et en fait, voilà, il se tape un 89 sur OpenCritic. Donc c'est actuellement le même score que Big Walk, à moins que ce soit descendu encore depuis hier soir. Et donc, ouais, le principe, c'est, je sais pas si tu as vu ça, Alexis, c'est tu répares de vieux appareils électroniques dans une boutique de Tokyo, quelque part de chez Anthony, d'après les rumeurs. Et c'est tout tranquille, c'est tout doux. Tu joues Anthony d'ailleurs. Tu joues Anthony. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de score, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Et en fait, ça fait la même note que Big Walk, où tu chill avec tes potes. Et du coup, c'est assez parlant, je trouve, dans le paysage du jeu, quoi.
Et du coup, c'est encore une question pour toi, Anthony, là-dessus. C'est un jeu où il se passe rien, où tu peux pas perdre. Est-ce que toi, ça t'intéresse dans ta vision du game? Ou il te faut plus que ça? Non, bah, il faut un peu tout. Du coup, j'aime bien les jeux qui sont assez demandants, mais après les jeux chill comme ça aussi, c'est pas mal, genre Animal Crossing ou il y a beaucoup de jeux comme ça, comme celui-là, qui sont sortis récemment, depuis plusieurs années, où Mm. c'est une gestion de boutique, où t'es dans un monde heroic fantasy et t'es une boutique qui vend des épées et des armures, et tu dois gérer la boutique, ce genre de truc. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Et c'est aussi intéressant, il y a aussi le côté satisfaisant du travail bien fait, tu vois, genre quand tu joues à Mario Sunshine et que tu nettoies tous les trucs dégueulasses avec ton Karcher, là. Il y a Oh, bah, aussi des jeux comme ça où. Oui, ils en ont fait un jeu de ça. il y a- ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, cette semaine, je crois qu'il y a un jeu qui va sortir, je me souviens plus le nom, de Car Wash Simulator, où Ah oui. t'as un Karcher et tu nettoies des voitures. Donc il y a un public pour Il y a ça. un public. C'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Moi, je me rends compte que je décroche vite des jeux où il n'y a pas le challenge habituel. Genre, j'avais commencé Pocopia, mais j'ai décroché rapido quand ce que j'avais à faire ressemblait beaucoup trop à une to-do list ou un Jira ou un truc comme ça, quoi. Je me suis dit, oh, je vais arrêter. Après, ces jeux aussi, tu joues juste pour te relaxer, quoi, quelques heures après avoir travaillé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, dans la semaine, il y a eu aussi d'autres sorties qui ont pas forcément généré de notes encore parce qu'ils sont sortis il n'y a pas trop longtemps. Et c'est le Marvel Token, le jeu de baston donc il est sorti officiellement cette semaine là. Et en fait, lui, il se fait donc sur console, il est bien reçu, mais il se fait déglinguer sur sa sortie PC sur Steam. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'apparemment, il y a des problèmes techniques qui n'ont pas été résolus depuis la phase de bêta, où le jeu serait étrangement demandant, où il met sur les rotules même les configs les plus costauds, et du coup, les gens râlent un peu que leur carte graphique à 2000 balles fasse pas tourner un jeu de baston qui paraît assez simple. Et la deuxième raison du déglingage, c'est ça semble être une campagne organisée contre l'obligation d'avoir un compte PlayStation pour y jouer. Donc c'est le fameux truc qui te limite le nombre de pays dans lesquels tu peux jouer au jeu. Donc il y a un peu une campagne qui s'élance là-dessus et qui fout le jeu dans le rouge sur Steam, quoi. Et l'autre détail aussi, c'est en gros la presse a reçu les codes de review quelques heures avant la sortie officielle du jeu, quoi. C'était quelques moments avant la veille. Et donc il y avait pas la presse pour remplir l'espace avec des vraies notes et des vrais avis. Et voilà, donc du coup, quand tu retardes la critique, ben en fait, tu laisses la place à autre chose, quoi. Tu laisses la place à tout ça. Donc voilà, petite pensée. C'est vraiment un bon signe quand même, hein, quand on décale au maximum les reviews et qu'on donne les clés à la dernière minute. Ouais, c'est bizarre en plus, surtout qu'ils avaient fait une phase de bêta à moitié ouverte quelques semaines avant. Donc il n'y avait pas forcément de secret à garder. Donc c'était un move un peu particulier, là, ce move-là. Peut-être lié au problème de perf sur PC. Je sais que la presse a reçu que des codes Play, par exemple, que des codes PlayStation. Donc ouais. Donc c'est pour ça que je disais, j'étais curieux d'y jouer, mais je vais attendre, je pense, du patch pour m'y lancer que quand le jeu sera fini. On verra ce que ça donne. On va maintenant checker les prochaines sorties la semaine pro. Parce qu'on vient de passer une heure là à dire qu'il faut bien créer des licences. Alors on va essayer de regarder dans le calendrier de la semaine pro s'il y en a. Et en fait, il n'y en a pas, hein, c'est que des redites presque. Parce que il y a quoi? Il y a Elder Scrolls, c'est Oblivion Remastered, qui sort sur Switch 2 le 11 août. Donc c'est un peu la sortie la plus attendue de la semaine. C'est un remaster du jeu de 2006 qui sort là. Donc c'est Oblivion en portable. Et puis oui, ça peut intéresser sur papier. Oblivion, je me souviens d'avoir booté sur 360 et c'était assez une grosse claque. Donc je serais curieux de retenter l'expérience là sur Switch. Après, il y a quoi? Il y a du Madden NFL 2027. Donc c'est en gros le premier jeu Electronic Arts qui sort depuis le rachat, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit symbole. Il y a un autre truc qui s'appelle Akatori, qui sort un peu de nulle part. C'est une petite nouveauté. C'est un espèce de Metroidvania où tu bascules entre deux dimensions, ou je sais pas trop quoi. Donc ça a l'air intéressant. Tu contrôles une héroïne, il y a une histoire de dieu ancien qu'il faut pas réveiller. Nanana. Donc ça peut être marrant de se lancer là-dedans.
Dans le genre petite nouveauté, il y a aussi Dusk Fade. C'est une espèce d'aventure colorée, plateforme combat, action, où tu te bats contre des espèces d'ennemis crépusculaires, des espèces d'ombres là. Et ça sort sur quoi? Sur Switch 2 aussi, ça peut être intéressant de le prendre là-dessus. Ensuite, en jeu déjà vu, il y a Clover Pit. Et c'est un jeu qui s'inscrit un peu dans ces casinos roguelite, vous savez, comment il s'appelait déjà? Le jeu de poker roguelite, mince, j'ai un trou. Balatro. Balantro. Ouais, Balatro. Ouais. Tous ces trucs-là s'inscrivent un peu là-dedans. Celui-là, en gros, c'est un jeu de machine à sous, quoi. Avec pareil, des mécaniques de rogue. Donc c'est intéressant. Et à signaler également, il y a 2 trucs qui traînent. Il y a le Grounded 2 qui arrive sur PS5, en accès anticipé. Et l'autre truc que je voulais signaler, c'était le jeu Wild Blue Skies, qui est, les gens l'appellent le Star Fox, vous savez, parce que c'est un faux Star Fox en fait. C'est fait par un gars qui a travaillé sur Star Fox. Ça ressemble à Star Fox, mais c'est pas Star Fox. Et ça peut être bien quand même de voir ce que ça donne. Une deuxième vision de qu'est-ce que le rail shooter en 2025, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez rajouter, vous, dans votre radar? Anto, t'as quelque chose qui traîne, toi? Pas forcément. Oblivion, si c'est un bon. Je sais pas à quel point vraiment ce sera un remaster. Est-ce qu'ils vont vraiment. Parce que je pense que c'est un jeu qui a quand même assez mal vieilli niveau gameplay. Donc, est-ce que le gameplay va aussi être remanié un peu? À voir. Mais celui-là pourrait m'intéresser. Sinon, ouais, t'as mentionné Star Fox, Wild Blue Skies, qui pourrait être intéressant, ouais. C'est intéressant de voir qu'on a 2 jeux Star Fox, similaires qui sortent quasiment en même temps. Ouais. C'est intéressant de voir ce retour de ce genre de jeu. Après, à part ça, non, pas grand-chose. Toi, Alexis? Non, c'est vrai que pour le coup, le Oblivion, j'attends de voir ce que ça va donner. Même si après, j'ai très peur parce que je crois qu'il tourne sous Unreal Engine 5. Je vois pas trop comment ça peut. Alors, ouais, il était déjà sorti l'année dernière sur les autres consoles. Et c'était pas ouf, je crois. C'était pas ouf. Il y avait des petits hoquets, ouais. Donc là, ça me fait un peu peur. Les images, je crois qu'on avait les premières images de gameplay, ça pue la merde, en étant encore poli. Parce que non, en fait, et je pense qu'il va falloir attendre les premiers patchs. Et même après, là, il y a un souci. Enfin, après, je pense que Skyrim, dans la version Switch 2, il était crado, quoi. Il a fallu attendre quelques mois avant de le voir vraiment fixé. Enfin, c'est aberrant de se dire qu'ils n'ont pas été foutus de le corriger. Donc, non. Non, effectivement, je pense que dans les jeux qui sont intéressants, il y a le Star Fox, enfin l'autre Star Fox du coup, ouais, qui m'intéresse pas mal. Après, il y a des jeux aussi qui sont le Hakatori qui a l'air pas trop mal aussi. C'est un jeu qui avec deux dimensions et tout. Ça me fait penser à un autre jeu, mais bon, après ça serait spoilé que voilà. Donc je vais pas dire voilà. Un autre jeu qui était sorti il y a un petit moment et qui avait bien marché. Un autre Metroidvania aussi. Et après, Clover Pit, ça m'intrigue. Je vais pas dire que ça m'intéresse dans le sens où je le prendrais, mais genre ça m'intrigue en fait. Est-ce que j'ai halluciné une extension de Ball Cross Pit aussi? Non, c'est cette semaine ça. Ball Cross Pit est sorti cette semaine. Après, ça rajoute des bouboules, ça rajoute des trucs, mais voilà. Ouais. Et après, il y avait aussi Defender of the Crown qui était un portage d'un jeu déjà existant. Donc, alors ça, c'est ultra vieux ça, Defender of the Crown. Mais c'est ultra vieux, c'est ultra vieux, ouais. Il est où celui-là? Defender of the Crown, c'est un remake. C'est un vieux jeu qu'ils ont retapé. Mais tu peux pareil switcher d'un truc à l'autre, enfin du vieux au nouveau quoi. Donc, première sortie, c'était sur Amiga en 86. Ouais, voilà, ouais. Donc on était encore voilà. Mais non, et ça peut être intéressant. Mais bon, j'ai peur que ce soit vraiment dans son jus et tout. Mais c'est de la gestion vraiment de. Ah, et ça sort même sur Switch ce bazar là. Comment ils vont. Ouais, même la première, tu vois. Ouais. Bon, après, si c'est un jeu Amiga qu'ils ont retapé avec le côté alterné entre vieux skins et skins plus récents, je crois que même en termes d'animation, c'est des images, je vais pas dire que c'est des images fixes, quoi, mais c'est du GIF, quoi, enfin, ce truc parfois. Ouais. Mais c'est joli, c'est sympa, on pourra voir. Intéressant. D'autres choses, c'est bon? Je regarde, mais ça me semble bon pour le moment. De toute façon, il y a un backlog à finir déjà. Hein. Ça me rappelle ce que tu dis à chaque fois. Ok.
Et alors, dernier truc avant de fermer, une nouvelle rubrique dans l'émission. À votre avis, c'est quoi le gros titre de la semaine prochaine? Et j'attends que des mauvaises réponses, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on lira Oblivion Remastered tourne sans problème sur Switch 2. Voilà. Anto, t'as une proposition? Ok. Plutôt ambitieux. Pour moi, moi, la grosse surprise de la semaine prochaine, je pense que ce sera, du coup, on en a parlé, Car Wash Simulator, qui va recevoir un 40 sur 40 sur Famitsu, la Légion d'honneur d'Emmanuel Macron, et aussi une adaptation cinématographique par Ridley Scott. Voilà, je pense Avec que ce Vin sera Diesel, qui lave de bagnole. Ouais, donc pas mal de gens vont être surpris par ça, je pense. Ok, on retient. Alexis? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer effectivement que Microsoft va relancer l'embauche. Ça pourrait être intéressant, ça. Même si après, j'ai envie de dire que... Voilà. Après, on pourrait s'imaginer aussi que... Et là, ça serait intéressant, mais ce serait l'annonce d'un nouveau Dead or Alive Beach Volley Paradise. Oh bah alors là, Et ça serait Ah, plutôt intéressant en ces temps qui courent. ok. On va figer celle-là pour toi, le Dead or Alive. On verra la semaine prochaine si ça se révèle être vrai. Et du coup, voilà, on va fermer le port, les quais sont vides. Merci Anto et merci Alexis d'avoir trié tout ça avec moi. merci à toi, Josian, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à toi, Josian. Ouais, merci à vous de nous avoir écoutés, ouais, comme dit Anthony jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et un partage à quelqu'un qui suit l'actu, c'est ce qui fera grandir le port. On revoit la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien et puis gardez le cap. Bye bye. Non, mais un nouveau Dead or Alive, c'est quand même pas mal, non? Enfin, je veux dire Beach Volley. S'il vous plaît, On pourrait jouer ne ensemble. donnez pas trop d'espoir. Non, non. Non, c'est un jeu qui se joue tout seul.